Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité dans votre émission politique de ce soir, les dynamiques communautaires face au projet de découpage territorial, la perception et enjeux. Mesdames, Messieurs, pour en parler, ce soir, nous sommes avec Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat. Maître Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes également avec M. Ataï Ag Mohamed, chargé des questions juridiques et des droits de l'homme à la SEMA. M. Ag Mohamed, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Merci. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Nous sommes aussi avec M. Sidi Mohamed Ould Mohamed, chargé de communication à la plateforme du mouvement du 14 juin 2014 d'Alger. M. Ould Mohamed, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Et vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Notre quatrième invité est M. Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs. M. Kamara, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dissa. Bienvenue. Je vous en prie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Maître Touré, dès l'annonce sur les réseaux sociaux de ce projet de découpage administratif territorial, il y a eu des contestations partout. Faut-il avoir peur de ce projet-là? Merci beaucoup, Monsieur Dissa. Je pense que la thématique en elle-même a suscité beaucoup de réactions. Et ces réactions, elles sont diverses et variées, ça nous le savons tous. Mais il est important d'abord de parler de ce découpage avant de se lancer sur la peur ou pas de ce projet de réorganisation territoriale. Les objectifs annoncés de ce projet de réorganisation sont au nombre de deux, si on se réfère aux termes de référence qui ont été largement partagés. Le premier objectif porte sur le rapprochement des services techniques des administrés. Et le second objectif porte sur l'aménagement du territoire pour permettre à l'État de mieux cerner les collectivités, de leur permettre de se déployer dans le cadre de leurs compétences propres. Face à ces deux objectifs affichés, il faut se dire seulement une seule chose. La réorganisation administrative fait partie du libre choix d'un État d'organiser sa représentation administrative. Ça, c'est une question, elle est indiscutable de manière assez objective. Maintenant, c'est le contexte simplement de cette réorganisation territoriale maintenant qu'il faudrait prendre en compte pour pouvoir mesurer la pertinence et les enjeux. Votre question se trouve déjà dans l'intitulé de cette émission, le découpage territorial, perception des communautés et enjeux. Et vous savez qu'on ne peut pas envisager cette réorganisation territoriale sans tenir compte du contexte. Le contexte du Mali de 2012 à maintenant est marqué par trois phénomènes très différents. Le premier porte sur le crime organisé qui sévit dans les régions du Nord avec les trafics de marchandises illicites comme la drogue et les armes. Il y a également un salafisme ambiant, sans compter également les irrédentistes qui ont prôné initialement l'indépendance, mais je pense qu'ils ont évolué vers une conception d'autonomie de ce qu'ils appellent l'Azawad. Et ces trois phénomènes contextuels doivent être lus également mis en rapport plutôt avec le cadre politique du règlement de ce conflit-là, qui est l'accord issu du processus d'Alger. Un document politique et auquel également on a ajouté le pacte pour la paix que le gouvernement malien a signé il y a peut-être quelques semaines au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui donne une vigueur juridique à ce document initialement politique ouvert et qui devait être mis en œuvre de manière assez intelligente. Donc les données contextuelles font de sorte qu'on ne peut pas ne pas les analyser en profondeur pour pouvoir se prononcer sur l'efficacité, l'opportunité et les risques que ce découpage peut apporter en tout cas à notre pays. Mais est-ce que c'est à partir d'une analyse approfondie qu'il y a eu des contestations? À partir d'une analyse approfondie, je pense qu'on a parlé beaucoup plus de perception. Il y a eu également des analyses approfondies parce que les différentes communautés, dès qu'elles ont appris qu'il y a un
un projet de découpage. Chaque communauté s'est organisée à travers ces cadres maintenant pour apporter des contre-propositions par rapport à ce qui a fuité et qui est en tout cas devenu finalement la matrice de travail des termes de référence du gouvernement. Moi, je pense personnellement que lorsqu'on regarde les trois phénomènes dont je viens de parler, surtout le crime organisé, je pense qu'il y a de quoi avoir peur par rapport à ce découpage territorial parce que, vous savez, rarement on a parlé des populations dans le cadre de ce processus de paix. Et depuis la signature de l'accord d'Alger jusqu'à aujourd'hui, on parle beaucoup des parties prenantes. Mais quand vous regardez l'accord, il y a deux mots qui sortent généralement, les populations et les territoires. Et les populations, elles, très souvent, elles n'ont pas eu voix à la parole. Elles ont toujours été, en tout cas, court-circuitées par les groupes armés ethniques qui se prépositionnent comme étant les représentants de ces différentes positions, de ces différentes communautés. Donc, organiser un débat autour de la perception des communautés par rapport à cet accord d'Alger, moi, je pense que c'est une première. Et cette perception des communautés, je pense qu'au cours du débat, nous aurons l'occasion de toucher à la question et de finalement répondre à votre question qui ne peut intervenir pour moi qu'en conclusion. Exactement. Voilà. Exactement. Merci, M. Touré. Monsieur Ag Mohamed, ce projet de découpage territorial, en fait, souffre de quelle insuffisance pour justifier toutes ces contestations malgré l'annonce et la tenue la semaine dernière des consultations régionales. Merci. En fait, d'abord, je tiens permettez-moi de remercier Africable de nous avoir pour la première fois associés à un débat sur des questions aussi majeures qui font l'intérêt de l'activité en ce moment-là. Moi, je vais dire que c'est un avant-projet. C'est un avant-projet qui est discuté. Et les concertations, comme il a dit Maître avant moi, c'est vraiment l'occasion pour les populations d'exprimer leur volonté. Et de toutes les façons, comme il l'a dit, en contextualisant quand même, parce qu'il a bien fait de contextualiser la situation, en parlant à la fois de ce qui se passe dans ce côté du territoire national, de la rébellion qui existe. Il a évoqué certains facteurs aussi qui sont des facteurs d'implication, parce qu'on l'a vu que ce n'est pas la même chose. Il y a la rébellion, il y a les groupes terroristes, il y a aussi le narcotrafic. Mais il y a des éléments locaux qui ne sont pas négligeables dans cette question-là. Ensuite, moi ce que je veux dire, c'est que pour parler de perfection tout de suite, il faut permettre d'avoir l'expression, d'exister. On ne peut pas d'ores et déjà dire qu'un avant-projet, c'est la conclusion. Ça s'appelle un avant-projet de discussion et ça propose des choses. C'est la base de quoi? D'ailleurs, si je me réfère au terme de référence du ministère de l'administration territoriale, qui dit bien que c'est dans la continuité de la loi de 2012, je crois, du gouvernement de l'époque, qui a prévu 19 régions d'ici 2017. D'ailleurs, on est même dans le document, vous pouvez le constater. Ils disent qu'en mars 2017 déjà, on a dépassé l'idée parce que ça devait faire 5 ans, un processus de 5 ans. C'est ce débat qui a été aussi intégré au contexte actuel. Donc, les découpages ou la réorganisation territoriale, comme c'est exprimé par le terme de référence du département en charge de ces questions-là, c'est dans une logique d'améliorer la représentativité des populations au sein des institutions nationales, y compris l'Assemblée nationale. Donc, les justifications sont là, je ne vais pas les citer, elles sont nombreuses, mais c'est que moi je pense d'abord qu'on ne peut pas parler d'imperfection de documents, car ça s'appelle l'avant-projet, et que la possibilité est accordée aux populations de s'exprimer, de dire est-ce que nous sommes d'accord pour ce qui était comme avant-projet, est-ce que nous voulons plus de choses, et l'empêcher, pour moi, ce n'est pas une solution, en tout cas, à notre point de vue. D'accord, merci M. Ag Mohamed. M. Camara, pouvons-nous dire que les perceptions sont les mêmes selon que nous soyons communauté du Sud ou communauté du Nord? Bon, merci M. Dissa, merci aux téléspectateurs d'Africa. Vous savez, aujourd'hui, n'est-ce pas, la situation de notre pays est tellement complexe que, quel que soit le projet qu'on met sur la table, il va sans dire qu'il y ait des divergences. Il y a tellement de divergences que souvent, n'est-ce pas, on se demande véritablement quel est l'objectif recherché. Parce que, comme Maître l'a si bien dit, ce découpage territorial-là vise un objectif, disons, vise deux objectifs majeurs. Proclamés. N'est-ce pas? Voilà, deux objectifs majeurs, n'est-ce pas, qui sont proclamés, bien sûr. Maintenant, ce qui n'est pas proclamé, qui est sous-entendu, ça laisse à interprétation. Donc, vous allez permettre, Maître, qu'on ne débatte pas ici autour de cette table de ce qui est sous-entendu.
de ce qui relèvera, n'est-ce pas, des commentaires ou bien entendu des attitudes des uns et des autres. Maintenant, en débattant de ce qui est proclamé, on comprendra la pertinence et la noblesse de cette démarche. Et d'ailleurs, ce processus, n'est-ce pas, a été engagé en 2012. En 2012, sous le gouvernement ATT. Il s'agit véritablement, n'est-ce pas, des deux lois essentiellement qui sont discutées. La loi 2012-017 du 2 mars et la loi, n'est-ce pas, 2012-018, n'est-ce pas, de la même date. Donc, ces objectifs proclamés montrent en tout cas la noblesse de la démarche qui est engagée. Maintenant, compte tenu du contexte sociopolitique, compte tenu, n'est-ce pas, des réalités que le pays a connues de 2012 jusqu'à maintenant, il est clair que, n'est-ce pas, les uns et les autres peuvent avoir des appréhensions par rapport à telle ou telle, n'est-ce pas, situation. Mais toutefois, je pense que le plus important, c'est véritablement, n'est-ce pas, de débattre, de faire ces débats de fond qui permettra de relever les difficultés, n'est-ce pas, les incompréhensions, les malentendus, et de trouver la synthèse nécessaire alors au renforcement, n'est-ce pas, de la cohésion sociale, de l'équilibre et du développement de notre pays. D'accord, merci M. Camara. M. Ould Mohamed, est-ce que selon vous, les communautés du Mali, qu'elles soient du sud ou du nord, ont les mêmes perceptions vis-à-vis de ce projet de découpage? Merci bien. Et merci à Africable d'avoir nous donné l'opportunité de mettre la lumière sur beaucoup de choses qui sont naturellement dans l'obscurité. Pour ce qui concerne ces découpages qu'on appelle, que les Maliens appellent découpage territorial, que moi personnellement j'appelle un découpage, la nivacnine qu'on veut faire avaler aux Maliens. Je pense que l'heure n'est pas au découpage. Moi, je vais aller abondir autrement que mes prédécesseurs, parce que je vais aller directement au but de la réalité des choses. L'heure n'est pas au découpage. Pour qui connaît le problème du Mali, de 2012 à nos jours, je pense qu'on doit s'occuper d'essentiel et non de s'occuper des choses secondaires. Le découpage, à notre sens, c'est quelque chose qu'on doit faire quand nous sommes à l'aise, quand nous sommes en parfaite paix, mais pas au moment où il y a des choses, des priorités à faire, qu'on va se lancer dans des choses secondaires. Je prends l'exemple, pour ceux qui connaissent le problème du fond du Mali, nous sommes confrontés à un problème d'insécurité, à un problème que je vais dire qui n'est plus à retenir au niveau national, qui est même arrivé à un niveau international. Alors je pense pour moi et pour la communauté du Nord et pour le Mali, la communauté du Mali en général, je pense que la priorité c'est de récupérer les armes, mettre le pays dans sa place et après penser à autre chose. Parce que le découpage aujourd'hui que nous venons de voir, qui n'est pas à son temps, qui n'est pas venu au bon moment, il est venu juste pour ceux qui connaissent les problèmes du fond des Maliens, c'est venu juste pour disperser le Malien et le peu de quiétude qui commence à régner entre les Maliens, c'est pour l'enlever et pour mettre les Maliens dos à dos, du nord au sud, du centre, partout sur le territoire malien. Merci. Donc c'est comme ça nous voyons cette démarche de découpage. D'accord, merci Monsieur Ould Mohamed. Maître Touré, Monsieur Ould Mohamed soulève quand même un autre problème, un autre débat que nous avons entendu pendant ces dernières contestations, l'urgence, la pertinence en fait de ce projet de découpage territorial, compte tenu selon beaucoup de gens d'autres urgences qu'il faut gérer.
Je suis parfaitement en phase avec lui, c'est pourquoi j'ai commencé d'abord par faire la contextualisation de ce qu'on appelle la réorganisation territoriale. Mais avant de parler de cette urgence sécuritaire que j'ai d'ailleurs citée en premier lieu, M. Ag en face de moi ici a dit que le découpage en réalité est basé sur une logique de représentation des communautés à l'Assemblée nationale. Les documents que moi j'ai parcourus, en tout cas les éléments de langage en tout cas que le gouvernement a utilisé à travers le directeur national des collectivités territoriales et d'autres en tout cas défenseurs de la réorganisation territoriale, ils disent simplement que ça n'a pas cette vocation-là et ça n'apparaît pas non plus dans les termes de référence. Mais lorsqu'on prend le communiqué de la CEMA numéro 20 en date du 15 novembre, on se rend compte simplement que la CEMA a ramené carrément ce découpage dans l'optique d'une représentation des populations à l'Assemblée nationale, conformément au titre 3 de l'accord. Donc vous voyez déjà que les perceptions sont totalement différentes. D'un côté, le gouvernement nous dit que ce découpage est motivé simplement par le besoin de rapprocher l'administration, n'est-ce pas, des citoyens, ce qui est quand même noble, mais nullement la question de la représentativité des populations. Donc, lorsque cette question de représentativité des populations intervient dans le cadre de ces découpages à vocation purement administrative, on se rend compte simplement qu'il y a des non-dits et que, contrairement à ce que pense M. Camara, ce n'est pas une perception. Elle est basée sur les réalités profondes et ce communiqué n'est pas une imagination, c'est une réalité, c'est une perception. Le contexte sécuritaire, il est lequel au nord? Vous savez, le nord du Mali a toujours été une zone qui a beaucoup vécu, en partie sur le plan économique grâce au trafic des marchandises licites, les produits de première nécessité, les cigarettes, les carburants. Et pendant longtemps, ça a servi de soupape par rapport à une forme de désorganisation compte tenu de l'enfermement géographique même de ces régions-là. La région de Tombouctou, par exemple, était très enclavée. Donc, il y avait beaucoup de facilités qui se faisaient à travers ces trafics de produits, de marchandises licites. Mais malheureusement, avec le développement des choses, c'est ajouté le trafic des marchandises illicites, notamment la drogue et les armes. La drogue transite de par le nord, les armes également circulent et se vendent dans les régions du nord. Donc ça crée une forme d'économie et les revenus générés par ces trafics-là sont investis dans l'immobilier, ça crée une bulle et distord profondément l'économie normale. Et si vous regardez très bien ce que cette économie illicite entraîne au nord, elle entraîne ce qu'on peut appeler une mobilité sociale. Il y a des gens, notamment pour les plus vulnérables, les jeunes et les personnes qui étaient dans un statut de subordination purement culturelle. Des jeunes qui n'avaient pas de travail se trouvent avec du travail, ils ont beaucoup d'argent, et également des populations également qui n'étaient pas très bien considérées socialement se retrouvent également du fait de cette manne-là à avoir une position sociale confortable. Donc dans ce contexte où l'économie illicite est en train de gouverner l'économie du Nord et des groupes armés également qui maintiennent certaines parties du Nord, sécurisent les routes quand même de ces trafics, en contrepartie également de revenus qui servent à financer ces groupes armés, il va sans dire que lorsque on va vers un découpage à vocation représentative des populations du Nord, on se rendra compte simplement que les grands barons de ce trafic-là, avec la couverture des groupes armés, vont injecte déjà les revenus de ce trafic dans la population pour gagner une forme de légitimité. Et s'il y a des représentants à choisir, ce ne peut être que de la part de ces gens qui ont beaucoup d'argent. On se retrouvera finalement avec notre Assemblée nationale constituée de personnes, en tout cas impliquées fortement dans des trafics illicites. Et avec l'argent de ce trafic illicite, on peut simplement aller jusqu'à corrompre toute l'Assemblée nationale. 10 élus déjà, on est un groupe parlementaire plus fort qu'un parti politique, et crescendo, ça montera jusqu'au niveau de l'administration. Donc tant que l'économie illicite, qui est également maintenue par la sécurisation par les groupes armés contenus dans les régions du Nord, aller à un découpage pour créer des circonscriptions électorales, comme l'a dit M. Ag ici, est un risque énorme que le Mali ne peut pas se permettre de prendre dans ce contexte-là. D'accord. Justement, M. Ag Mohamed, ne pensez-vous pas qu'il faut plutôt essayer en fait, de maîtriser, par exemple, la sécurité, de maîtriser la paix, la concorde sociale, avant de passer à ces découpages territoriaux, ou tout le contraire? Écoutez, moi je pense que d'abord mettre à son analyse personnelle des choses. Et je pense qu'il a cité des éléments qui sont très importants, que je ne partage pas avec lui, mais quand il donne des éléments, on sait que ce sont les conséquences de l'absence de l'administration rapprochée des populations. C'est tout ça qui crée ces vides de sécurité, ces vides d'administration, et qui aussi amène les populations à être délaissées. Donc
je pense qu'il a son analyse, il a sa façon de voir les choses, il met des choses qui ne sont pas en rapport ensemble. Cette perception, on l'a toujours écoutée dans les médias ici à Bamako. Mais au fil du temps, aujourd'hui, vous avez des missions des Nations Unies, des forces internationales, vous avez une analyse plutôt plus concrète sur le terrain, qui fait qu'il est nécessaire aujourd'hui. Le gouvernement a évoqué le terme de référence, il a parlé de l'administration rapprochée des populations, mais moi, je ne pourrais que parler que dans le cadre de l'accord. Et les deux vont ensemble, parce que la déconcentration et la décentralisation, ce sont des choses qui vont ensemble. Alors, on ne peut pas aussi gérer un pays par la décentralisation, mais aussi par la déconcentration, mais par la décentralisation aussi également. Alors, moi, je me réfère à l'article 6 de l'accord pour la paix et la réconciliation ici de Poussargé, qui dit bien qu'il faut améliorer la représentation des populations du nord du Mali, que certains appellent Azawad, au niveau de l'Assemblée nationale. C'est au point 4 de l'article 6 de l'accord. Et ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il faut maintenant à la fois évoquer, parce que dans l'accord aussi, il évoqué les régions Taoudéni et de Menaka, sont citées quelque part dans l'annexe pour qu'elles soient officiellement reconnues, mises opérationnelles. Également aussi travailler sur la création de nouvelles collectivités, parce que c'est écrit comme ça, des collectivités, des circonscriptions électorales pour permettre aux populations de se représenter. Ça, c'est une évidence. Et nous ne pouvons que nous exprimer dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Parce que le gouvernement, pour nous, le seul rapport qu'on a avec le gouvernement aujourd'hui, c'est l'accord pour la paix et la réconciliation. La 23e session du CSA a endossé un chronogramme d'action prioritaire. Et on a effectué une feuille de route de ce chronogramme. Et à sa 18e tâche, parce qu'il avait même évoqué le pacte pour la paix, qui est un accord entre le gouvernement et les Nations Unies pour accéder à l'accord. Et à sa 18e tâche de la feuille de route du 22 mars 2017, il est bien prévu que le gouvernement s'attelle déjà à gérer ces questions-là. On ne peut pas, mon frère Alidi a parlé, Sidi Mohamed a parlé de quelque chose, de la sécurité. L'accord pour la paix et la réconciliation, c'est 4 piliers. Les 4 ont été négociés ensemble. Les 4 font le document. On ne peut pas s'occuper uniquement des questions sécuritaires pendant que l'on sait qu'il y a des questions politiques. C'est en faisant simultanément, en exerçant ces questions-là, que l'on peut s'attendre à une avancée. Au jour d'aujourd'hui, la question des DER a été évoquée depuis très longtemps, mais il a fallu que des questions sur les autorités intérimaires avancent, parallèlement que des questions de réconciliation avancent en même temps, de sécurité en même temps. Donc on ne saurait uniquement dire aux gens, on va avancer sur la sécurité. Il n'y a pas de tout sécuritaire. Le tout sécuritaire que l'on entend pour le moment ne peut pas exister parce que même toutes les villes aujourd'hui, même celles qui ne souffrent pas de crise aujourd'hui, d'autres capitales africaines, peuvent être cibles à tout moment de ces sécurités-là. Alors moi je vais juste dire que aujourd'hui, l'accord à son article 6 dit également qu'il faut aller vers une architecture institutionnelle adéquate au niveau local. Et c'est la base du principe de la libre administration. Et ça, on ne peut pas l'arrêter parce qu'on suppose qu'il y a des gens qui représentent, d'autres non. Parler de corruption. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire que l'Assemblée nationale et tout ce qui existe n'est pas corrompu. Ce n'est pas, on ne peut pas, comme il l'a dit M. Camara, on ne peut pas déjà tirer des conclusions sur des gens en les mettant tous dans un même emballage, en supposant qu'ils sont tous des dangereux, pendant qu'on sait que ces personnes-là sont des acteurs incontournables de la processus de paix. Aujourd'hui, nous dénonçons au communiqué numéro 20 qu'il a évoqué, qui a été publié il y a quelques jours suite au contexte Sagawa, c'est de laisser les populations s'exprimer. S'exprimer, c'est un avant-projet pour qu'elles disent ce qu'elles pensent de ce projet de réorganisation territoriale. Il comprend à la fois les rapprochements de l'administration des populations, également permettre aux populations, parce qu'on va créer des cercles. Depuis février 93, nous avons une loi qui crée les collectivités territoriales, qui dit que ce sont les régions, les districts Bamako, les communes, les cercles qui font les collectivités territoriales. Donc, en 1996, on a beaucoup évolué d'ici après le pacte national de 92, et qui a coïncidé avec l'éveil démocratique ici au niveau de la capitale Bamako. Et tout ceci a permis d'avancer. Mais on sait bien que même les états généraux de la décentralisation qui ont eu lieu en 2013 puis en 2014 ont bien signalé que la décentralisation n'a pas avancé. Aujourd'hui, dans l'accord, on évoque la régionalisation. Mais pour moi, il n'est pas évident qu'on se dise on est dans un accord. Il faut, si on ne veut pas aux discussions, il faut proposer une alternative. Il faut proposer une alternative. Justement, M. Camara, alors au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui doit prévaloir? C'est-à-dire la sécurité avant le découpage territorial ou le découpage territorial pour davantage mieux maîtriser la sécurité? Bon.
Vous savez, comme je le disais tantôt dans mon propos, cette question, elle est vraiment complexe. Mais moi, je pars du principe que nous sommes tous les enfants d'un même pays. Et en tant que tel, il peut y avoir des moments, n'est-ce pas, de contradictions, de divergences, voire même de querelles entre nous. Et sur cette base-là, même dans une famille, hein, n'est-ce pas, il y a des difficultés comme ça. On dit que il n'y a pas de proximité plus grande que celle de la langue et des dents. Mais souvent, n'est-ce pas, il arrive que les deux, alors, s'affrontent. Mais il faut dépasser ça. Pour moi, il y a des dogmes, hein, n'est-ce pas? Il y a des dogmes sur lesquels aucun Malien, n'est-ce pas, ne peut négocier. Qu'est-ce qui n'est pas négociable? C'est d'abord l'unité du Mali, l'intégrité de son territoire. Pour moi, ça, ce n'est pas négociable. Une autre chose n'est pas négociable, c'est vraiment, n'est-ce pas, la cohabitation des populations sans considération de leur ethnie, de leur religion ou de leur statut social. Il faudra que les populations puissent, n'est-ce pas, cohabiter en harmonie, dans la paix et dans la sérénité. En fait, il y a quelque chose de dangereux que nous devons éviter, n'est-ce pas? Quand je parle de suspicion, parce que souvent, n'est-ce pas, il y a des choses qui relèvent plus de la suspicion que de la réalité. Nous sommes, n'est-ce pas, dans une république. Et quand on est dans une république, cette république, elle est gouvernée par des lois. Et ces lois, n'est-ce pas, sont mises en œuvre par ceux qui, à un certain moment donné de la vie de la nation, alors ont la responsabilité de la gestion de la république. Maintenant, lorsque ceux-là engagent la nation à travers le pouvoir qui leur est conféré, je pense que, n'est-ce pas, nous devons nous inscrire dans cette logique et éviter des tiraillements qui ne feront que nous affaiblir davantage. Pour moi, n'est-ce pas, aller alors parler, par exemple, n'est-ce pas, on a parlé de DDR, n'est-ce pas, démobilisation, désarmement, réinsertion. Est-ce que vous voyez, dire qu'il faut véritablement atteindre l'objectif de zéro sécurité à l'intérieur du territoire pour prétendre mettre en œuvre, n'est-ce pas, une loi qui a été alors votée en 2012 par toute la classe politique, presque à l'unanimité. Même aujourd'hui, n'est-ce pas, alors l'URD, qui est en première ligne dans cette contestation-là, a bel et bien voté la loi, n'est-ce pas, 017 et la loi 018 du 2 mars 2018. Maintenant, alors, aujourd'hui, il est clair que, n'est-ce pas, la situation du pays, elle est compliquée, elle est complexe et tout. Mais il faudra qu'on dialogue. Si on ne dialogue pas, si on ne discute pas, si on n'est même pas prêt à venir autour de la table pour dire son avis, pour dire même son désaccord, alors c'est difficile dans ces conditions de faire évoluer la situation. Maintenant, un dernier point par rapport à ça, parce que pour moi il est important que les uns et les autres établissent une relation de confiance. Dans cette relation de confiance-là, moi je pense que, en tout cas je ne pense pas, parce que ça n'a pas été dit officiellement, et nulle part officiellement, n'est-ce pas, ça n'a été dit. Le communiqué de la CEMA, alors, auquel Maître a fait allusion, pour moi, n'est-ce pas, ça engage la CEMA. Mais la CEMA ne peut pas engager la République du Mali. Ce qui engage la République du Mali, c'est le discours qui a été proclamé par les autorités compétentes. D'accord. Nous allons essayer d'évoluer, voilà. M. Camara, dans le débat. M. Ould Mohamed, dites-nous, en fait, pour certains, ce découpage est la suite logique de l'application de l'accord d'Alger, mais pour d'autres, tel que proposé dans l'avant-projet, ça va au-delà.
Qu'est-ce que vous pensez de cela? Merci. Vous savez, ces découpages, comme je l'ai dit tantôt, que c'est une vaccinine qu'on veut faire avaler aux Maliens, ces découpages n'est même pas... Ces découpages a été fait d'une manière où je pense que ça va au-delà de ce que les gens... Parce que j'entends dire, mon frère Taï, un mot ou deux mots auxquels j'ai horreur d'entendre. Dire que... c'est courant, tout le monde le dit, c'est pour approcher, ce découpage a été fait pour approcher les gouvernés. Les gouvernants des gouvernés. Voilà, j'ai horreur à entendre ça. Parce que ces découpages, si on les honore aujourd'hui... Faites attention au micro, voilà. Ces découpages aujourd'hui au nord, qui est ces gouvernés qu'on approche? À qui au nord? Il n'y a pas de gouvernement. À qui on va approcher les gouvernés? Moi, je pense qu'il faut aller dans la logique de stabiliser le pays, amener l'État partout sur le territoire avant de passer par ces découpages. C'est un découpage, je réponds maintenant à votre question, c'est un découpage qui va au-delà de ce que nous entendons de découpage. Et c'est pour cela qu'il a été amené à un moment qui n'est pas son moment. Il a été amené à un moment où l'État n'est pas sur le terrain, sur tout le territoire national, à un moment où ce qu'il dit, que c'est un point de l'accord. Si c'est un point de l'accord, je ne vois pas pourquoi inscrire la plateforme au moment des prises de décision. La décision, selon nous, la plateforme, ça a été pris entre le gouvernement et la CEMA. C'est pour vous dire que ce n'est plus dans le cadre... S'il vous plaît. Ce n'est plus dans le cadre de l'accord. Mais quand au Mali, ici, c'est devenu courant, quand on veut faire avaler une brèche aux Maliens, tout de suite, on emballe dans l'accord. On lui dit, bon voilà, ça c'est l'accord, et puis voilà, ça passe. Ce n'est pas vrai. Ce découpage a été fait d'une manière qui est inacceptable. C'est fait uniquement par le ministre de l'administration territoriale. Maître a dit qu'il a évoqué le nom du directeur des collectivités. Moi, je suis sûr qu'il ne fait pas partie de ceux qui ont fait ce découpage. J'ai la preuve. Il y a certaines localités qui n'existent nulle part sur la carte géographique du Mali. Certainement, comment on l'appelle, le secrétaire général du ministère jusqu'au planton, ils ne connaissent pas ces lieux. Ils ne l'ont jamais entendu, ils ne l'ont jamais vu, ils n'existent pas sur la carte malienne, qui sont créés pourtant, sont érigés en cercle, où il n'y a personne. Et ce qui est touchant dans ces créations de nouveaux cercles, dans des lieux que personne ne connaît, c'est des lieux de pâturage de certaines communautés, telles que les Imrad, tels que les Arabes de Telemsi, qui sont érigés en cercle pour une communauté proche du ministre Aguerlaf. D'accord. Donc vous voulez continuer ou alors c'est bon, nous pouvons passer? Oui, vous pouvez passer. D'accord. Maître, dites-nous, nous allons maintenant passer quand même aux enjeux, parce qu'il faut que nous évoluions dans le débat. Exactement. En fait, nous entendons ici et là que, en fait, le projet, disons l'avant-projet, mais en l'état, en fait, si ça doit être appliqué comme ça, que nous partons tout droit alors, vers la partition du Mali. Alors, c'est quoi le lien entre ce qui est dans cet avant-projet et la partition du pays? Moi, je pense que le lien, je vais vous le dire tout à l'heure, mais je voulais répondre à Camara qui a fait des développements. Non, il faut que je réponde, M. Robert dit ça. Il faut que je réponde à Camara, parce qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Lorsqu'on parle de l'économie criminelle au Nord, il faudrait lire les rapports. L'Institut d'études sécuritaires, son rapport numéro 17 de 2016, je ne sais pas si vous l'avez lu, ce n'est pas une perception. C'est des études secrètes qui ont été menées à Tombouctou, Kidal et Gao. Et si vous lisez ces rapports, vous vous rendrez compte de tout ce que je viens de dire par rapport à l'argent issu de l'économie criminelle et de son injection dans l'économie via maintenant des voies de blanchiment qui peuvent, à la longue, si on a des circonscriptions électorales, créer des problèmes de représentativité. Ce ne sera pas pour les populations. Quand on me dit, par exemple, ici que le communiqué de la CEMA n'engage que la CEMA et que le gouvernement n'a pas communiqué, mais moi je vous dis,
lorsqu'on prend l'accord issu du processus d'Alger, qui est un document politique, le gouvernement s'est engagé à travers le pacte à mettre en œuvre cet accord de manière intégrale et très rapidement. Et dans la mise en œuvre de cet accord, qu'est-ce qui est dit au point 3, article 6? La création de circonscriptions électorales. Donc qui va nous dire que ce projet n'est pas basé sur la mise en œuvre de cet accord? Il a cité ici l'activité numéro 18 du chronogramme des activités prioritaires. Cette activité numéro 18, ça porte sur quoi? Ça porte sur ce découpage. Et le découpage dans l'accord, c'est l'augmentation des circonscriptions électorales. La seule vocation, c'est cela. Le rapprochement de l'administration des administrés, c'est un produit de vente. Si vous prenez la région de Taoudéni, pourquoi Taoudéni a organisé ses concertations régionales à Tombouctou? C'est une région presque sans population. Il n'y a même pas de salle pour tenir ça. On a mis Tombouctou et Taoudéni dans la même salle. Après, Tombouctou n'a pas voulu, on les a séparés. La population est indéterminée à Taoudéni. On crée une région avec une population indéterminée avec au moins 6 cercles. Sur quoi on base la représentativité? Est-ce que c'est l'érection d'entités géographiques en circonscription électorale ou la population? Il y a des endroits qui ne se valent même pas 80 000 habitants qui ont 8 députés. Vous pensez que ce système de représentativité va produire quelle forme de représentation? La représentativité, c'est pour les populations. Donc allons sur le poids démographique des endroits maintenant pour pouvoir aller aux circonscriptions électorales. C'est ça le vrai problème dans cette affaire-là. D'accord. Maintenant, c'est quoi les liens au juste, selon vous, entre ce projet et la partition du pays? Le lien entre ce projet et la partition, il n'est pas compliqué. Le lien, c'est les logiques qui ont présidé à la création des groupes armés du MNLA, sécessionnistes qui veulent une indépendance. Cet accord a été obtenu et les mesures qui sont prescrites dans cet accord, si on les met en œuvre de manière intégrale, ça nous amènera forcément vers cette partition. Il a dit tout à l'heure que le nord du Mali est appelé par certains Azawad. On veut réorganiser un territoire sur lequel vivent des populations qui n'ont pas la même appellation de la population. Comment voulez-vous qu'on fasse une réorganisation sur un espace dont la qualification diverge en fonction des obédiences et des appartenances ethniques? Donc c'est pour vous dire simplement qu'il faudrait qu'on règle ces préalables-là, qu'on harmonise les points de vue. Le nord du Mali, est-ce que c'est l'Azawad ou c'est le septentrion malien tel qu'on l'a toujours connu? Tant qu'on ne règle pas ce problème et qu'on continue à aller maintenant vers le flou, on ne s'en sortira pas. Quand il parle également d'Azawad, moi je l'ai suivi à l'instance permanente des Nations Unies, lorsqu'il parlait des peuples autochtones Touareg. Quand il parle d'Azawad, la population azawadite, dans leur conception, dans la conception de la SEMA, c'est simplement les Touaregs et les Arabes qui sont sécessionnistes. C'est ce que vous êtes allé défendre au Conseil de sécurité, devant l'instance permanente des Nations Unies. Nous l'avons entendu ici. Et les autres populations du Nord ne veulent pas se laisser déposséder de leur histoire. Donc cette histoire d'Azawad, l'appellation même différente du territoire, ne peut pas nous permettre d'aller à une quelconque réorganisation territoriale. C'est pas possible. D'accord. Non, je ne vous ai pas retiré la parole, monsieur Ould. Je ne vous ai pas retiré la parole. D'ailleurs, je vous ai même demandé si je peux continuer. Mais s'il vous plaît, il faut que nous continuons. Vous aurez votre tour de parole et vous allez saisir cette occasion pour dire ce que vous voulez vraiment dire. Monsieur Ag Mohamed, dites-nous en quoi alors ce projet en fait entraînerait-il en fait une accentuation de la régionalisation et du communautarisme au Mali? Oui, moi je pense qu'on voit l'ordre des questions. D'abord, j'aimerais dire que pour nous, que nous-mêmes les débatteurs, nous puissions tirer intérêt de cet échange-là direct et que les personnes qui nous suivent puissent aussi comprendre de quoi l'on parle. Il est important que l'on revienne sur le sujet. Nous ne sommes pas en train de faire les commentaires des dispositions de la charte de la CEMA, encore moins du MNLA. Nous parlons ici des dispositions endossées par l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ici du processus d'Alger, que le gouvernement du Mali a signé, que les partis maliens ont signé, qu'on a vu pratiquement l'ensemble des partis politiques nationaux avoir dit nous y adhérons. Nous avons vu les mouvances associatives, société civile de partout dire nous y sommes. Alors, si son application en tant que telle a une interprétation, chacune interprétation. Moi, oui, pourtant, vous allez à Kidal, vous allez à Tombouctou, à Gao, il y a des gens qui vous disent non, cet accord aussi pour nous, c'est la disparition de ce que nous défendons. Je parle d'Azawad, il est cité par l'accord. Je ne dirai rien qui n'est pas dans l'accord. Et c'est pourquoi, c'est dans l'intérêt de rester sur le sujet. Alors, moi, je pense que s'inquiéter parce que l'on travaille à créer une véritable représentation démocratique des populations au niveau national, considérer ceci comme étant un délit, un crime, un complot est de nature vraiment dilatoire.
Ça ne sert à rien. Les manœuvres dilatoires orchestrées jusqu'ici pour empêcher l'avancée de ce processus de paix ne sont que des conséquences, sont des conséquences pour tout le monde. Moi, je pense que j'ai cité une disposition claire, une tâche claire, dans une disposition cautionnée par les parties au processus de paix, et il faut l'appliquer. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas contre l'application des DDR? Pourquoi on n'est pas... il faut accepter que les dispositions qui sont prises en compte par les CSA, par les chronogrammes, soient appliquées. Et les Nations Unies, à travers les pactes, comme il a dit dans les 6 prochains mois, les pactes pour la paix, est intervenu pour ça. Aujourd'hui, personne n'est... Dans l'accord, il y a 8 principes, à l'article 1, 8 principes, dont l'intégrité nationale, l'unité nationale. Et il est aussi cité de permettre à la reconnaissance des diversités culturelles et linguistiques. Moi, je suis allé aux Nations Unies. Les Touaregs sont une minorité, peut-être dans certains pays de la sous-région, un peuple autochtone reconnu et inscrit, comme beaucoup de peuples autochtones en Asie ou en Amérique latine. Le discours que je mène, ce n'est pas seulement pour les sections au Mali, mais dans la CEMA, vous n'entendrez pas un discours Touareg. Il n'y a pas de coordination des mouvements Touareg. Il y a coordination des mouvements de l'Azawad. En son sein, vous avez le MNLA, qui est le mouvement national de libération de l'Azawad national. Vous avez le Haut Conseil politique de l'Azawad. Vous avez le mouvement arabe qui s'est divisé en deux parties, une partie à la CEMA. Alors, au sein de la CEMA, vous avez aussi des diversités. Nous défendons un projet de société, nous y restons, nous pensons que aujourd'hui, les seuls cadres que l'on a, parce que je ne pourrais vous répondre que... Oui, en fait, sauf que nous sommes là en train de parler de la CEMA. Vous dites tout à fait. La CEMA se concentre sur l'accord. Ma question était, en fait, est-ce que nous pouvons dire que ces deux coupages, en fait, nous amènent vers une accentuation, en fait, de la régionalisation et du communautarisme au Mali, qui peut être très dangereux pour... Je pense que le découpage est une façon de dire, mais l'accord parle d'amélioration, d'augmentation des circonscriptions électorales. Le gouvernement parle de réorganisation. Ce sont des concepts. Même l'accord pour la paix, chaque disposition est interprétée par une partie comme elle le souhaite. Il y en a qui disent, au niveau de la CEMA, c'est une récupération totale de nos revendications. Il y en a du côté du gouvernement qui disent, oui, du Bamako, qui disent, non, non, c'est une partition du pays. Mais tant qu'on ne l'applique pas, tant qu'on n'y va pas, et qu'on n'a pas les produits, personne ne peut vous dire aujourd'hui qu'il signifie ça ou ceci. Maintenant, ce que je vais y ajouter, c'est que ces projets annoncent 19 régions. Parce que déjà, on parle que des cercles actuellement pour la réorganisation. 19 régions. Si les 19 régions, au moins 15 ou plus de 15 sont prévues sur seulement un tiers du territoire national. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas assurer la gouvernance en ne prenant pas en compte l'aspect espace dans les processus de gouvernance. Aujourd'hui, nous parlons de RSS au Mali. Monsieur, c'est membre du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. La RSS prend en compte le contrôle démocratique du système de sécurité. Vous ne pouvez pas contrôler l'espace si vous ne rapprochez pas l'administration de l'espace, des populations qui sont sur l'espace. Maintenant, ceux qui vous disent qu'il n'y a personne, mais ce n'est pas possible. Je veux quelqu'un qui peut me produire un rapport ou un élément de recensement fiable qui dirait que les populations dans cette partie du pays sont recensées ne serait-ce qu'à 35%. C'est faux. Aujourd'hui à Bamako, chaque jour, au moins une centaine de personnes se rendent dans les municipalités pour avoir une carte arabe. D'accord. Donc à Bamako, pas dans ces régions-là. Donc ces éléments-là, je pense que ce sont des manœuvres dilatoires. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Je voudrais que les personnes qui nous suivent comprennent que ce découpage-là... Et l'essentiel, je crois, pour tout Malien, par exemple, c'est l'unité nationale. C'est un principe de l'accord. Merci. Monsieur Camara, ce découpage n'est-il pas un élément de plus, en fait, qui nous éloigne davantage de cette unité nationale qui souffre déjà trop? C'est vrai que l'unité nationale souffre et bien entendu, comme je l'ai dit tantôt, la démocratie, n'est-ce pas, nous a apporté ceci de pervers que souvent, au lieu, n'est-ce pas, d'aider alors à résoudre, n'est-ce pas, nos problèmes, quelque part, n'est-ce pas, ça a aggravé certains problèmes. Mais nous sommes en démocratie. Et moi, n'est-ce pas, dans ma compréhension des choses, je peux me tromper. Je ne pense pas qu'il y ait une proportionnalité entre le nombre de députés et, n'est-ce pas, le nombre des régions. Ça, c'est ma compréhension des choses. Parce que la loi électorale et le code électoral permettent, n'est-ce pas, de
régler cette question, à mon avis. Parce que les parties, n'est-ce pas, du pays, où il y a une forte densité, n'est-ce pas, de la population, alors ont nécessairement plus de députés que les partis, n'est-ce pas, du pays où il n'y a pas une densité aussi considérable. Premièrement. Deuxièmement, je me dis que puisque nous sommes en démocratie, il est clair que, n'est-ce pas, il y a une totale liberté de poser sa candidature pour ces élections-là. Autrement dit, il n'est pas interdit à Maître, n'est-ce pas, d'être candidat à Taoudini. S'il veut, n'est-ce pas, être député à l'Assemblée nationale, c'est au nom de Taoudini. Voyez-vous. Donc maintenant, en allant à Taoudini, il lui suffira véritablement, n'est-ce pas, de convaincre la population de Taoudini, de par, bien entendu, son programme ou les projets qu'il veut, n'est-ce pas, pour cette partie du pays, pour devenir leur représentant. Donc c'est ça la démocratie. Donc je pense qu'en réalité, vouloir dire que c'est parce qu'il y a tel nombre de cercles qu'il y aura plus de députés, n'est-ce pas, je ne pense pas que la question... Sauf que, M. Kamara, si nous pouvions aller un peu plus vite. En fait, ma question, c'était le lien entre le découpage territorial et l'unité nationale. Oui. Bon, en fait, n'est-ce pas, c'est ça, les liens, c'est clair que, n'est-ce pas, quand vous écoutez, alors, ceux qui sont en face de moi, vous conviendrez avec moi que, n'est-ce pas, ces découpages-là, au lieu de renforcer, n'est-ce pas, l'unité nationale, constituent une menace. Mais moi, je ne vois pas la menace. D'accord, merci M. Kamara. Monsieur Ould Mohamed, est-ce que ce projet, en fait, ce projet de découpage, si jamais il est réalisé en l'état, ça va davantage affaiblir l'unité nationale au Mali? Merci bien. Mais avant de répondre à votre question, je vais essayer d'achever ce que je voulais dire sur la question précédente. D'accord. Vous savez, ce découpage actuel, il est fait pour taxer. Ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait pour taxer les communautés qui n'adhèrent pas au partage du pays. C'est une manière de taxer les mouvements, la société civile du Nord qui ont refusé et ont toujours refusé d'adhérer aux idéaux des mouvements séparatistes. Voilà, donc c'est ce que j'avais voulu compléter sur votre question précédente. Pour votre question actuelle, il est très visible que ce projet nous approche de la division. C'est une menace totale pour l'unité nationale. Ça, c'est très clair. On n'a pas besoin de se les cacher. C'est très clair. C'est une manière d'achever. C'est une manière d'achever ce que les arabes n'ont pas pu obtenir. Ça, c'est très clair. Il faut que les uns et les autres le sachent. Et ça se fera. Nous savons que, comme tout le monde est là, le monde entier est là, les accords sont signés. Bon, par derrière, on dit à ceux qui réclament toujours la division du Mali, vous pouvez laisser les armes, on va passer par d'autres méthodes, la méthode diplomatique, voilà. On va aller vers un découpage, et puis après, comme frère l'a dit, et comme beaucoup l'ont dit, comme tout le monde le dit chaque jour, et après, on va avoir un nombre significatif au niveau de l'Assemblée nationale qui va faire achever le reste. D'accord, merci. Et ça, on est sûr de ça. D'accord, merci, monsieur. Il faut que les uns et les autres Maître, ces découpages en l'État, s'il doit être appliqué de cette façon, quelles sont les perspectives institutionnelles auxquelles nous devons nous attendre? Les perspectives institutionnelles, je l'avais ébauché, on m'a taxé de tenir des propos qui relèvent de l'imagination alors que je me base sur des rapports. En réalité, moi ce que je vous dis, l'administration des vastes espaces non habités, ce n'est pas la multiplication des circonscriptions électorales qui va faire que l'État va avoir une emprise sur des zones désertiques non habitées. L'accord nous invite à la réflexion.
même pour la représentativité à l'Assemblée nationale, on a dit par l'augmentation des circonscriptions électorales ou toute autre mesure appropriée. Mais comme le raccourci, c'est simplement s'agripper sur les circonscriptions électorales, mais toute autre mesure appropriée, ça, on préfère ne pas ouvrir le champ de la réflexion. Voyez-vous. Donc l'administration de ces zones-là est un sujet, une thématique intéressante de réflexion qu'il importe d'approfondir. Mais si on s'adonne simplement à une mise en œuvre intégrale et accélérée de l'accord tel que ça a été décidé et acté par le gouvernement qui a donné une vigueur juridique à cet accord, moi je pense que les populations du Nord, dans leurs différentes composantes, s'en sortiront beaucoup plus divisées. L'érection des cercles, n'est-ce pas, sur des considérations purement ethniques, dans une optique, comme l'a dit certains ici, de renversement simplement de la majorité démocratique, est une crainte qui est réelle. Ne pas la saisir et ne pas également l'évaluer sérieusement serait vraiment une fuite en avant. Moi, j'invite vraiment tous les Maliens, le gouvernement, les techniciens de ce découpage territorial, nous sommes tous des Maliens. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons simplement faire tout pour qu'on ne puisse pas laisser notre pays nous échapper. Nous avons eu beaucoup de réformes qu'on a essayées dans ce pays qui n'ont pas marché. Le contexte sécuritaire, je reviens là-dessus, tant qu'on ne lutte pas contre l'insécurité, tant qu'on ne lutte pas contre l'économie criminelle qui est au nord et qu'on ne réfléchisse pas sur des mécanismes qui nous permettent d'avoir un système de représentativité viable, et tant qu'on n'enlève pas l'argent dans le mécanisme de représentation, on va toujours avoir des représentants qui peuvent être issus de certaines situations qui font que le Nord restera vraiment une zone de no man's land. Et donc mettre comme dernier mot, faut-il surseoir à ce projet? Moi je pense qu'il faut surseoir à ce projet. Le contexte ne s'y est pas. On rétablit la sécurité, on réorganise territorialement, mais la réorganisation territoriale n'apporte pas la sécurité. C'est ça maintenant l'équation. Moi, dans mon optique, dans nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut d'abord instaurer la sécurité. Après, on réorganise le territoire, mais la réorganisation territoriale n'apporte pas la sécurité, bien au contraire. Merci, Maître Touré. Monsieur Ag Mohamed, faut-il surseoir à ce projet? Je pense comme dernier mot en même temps. Oui, c'est ça. Mais avant de répondre à cette question, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, qui est d'ailleurs, je le rappelle, le seul cadre qui lie la coordination des mouvements d'Azawad à la CEMA. Deuxième élément, il y a des sources, comme l'a dit mon collègue tout de suite, qui disent que la CEMA et le gouvernement sont ensemble. Nous avons eu information de ces projets au même moment que la plupart des personnes qui l'ont suivi. Je ne suis pas d'accord. Oui, c'est votre opinion. Je vous dis, moi je ne peux pas vous répondre que par les éléments qui sont les nôtres. Et je mets à défi celui. Maintenant, je ne suis pas. Je ne parlerai pas au nom des ministres. S'il vous plaît, monsieur. Oui, nous sommes partants pour une raison. C'est que nous avons pris un engagement. Nous avons pris un engagement. Une minute, oui. Monsieur Ould Mohamed, il ne vous a jamais interrompu. S'il vous plaît. En fait, pourquoi nous y allons? Parce que nous avons pris un engagement. D'abord, ce qui est l'accord pour la paix. Deuxième chose, nous sommes membres du CSA et nous avons endossé le chronogramme. Ensuite, ça fait de route et la tâche. Nous savons qu'il faut aller vers des élections sur le chronogramme d'ici mars 2019. On a un premier report. Il y a même le vide constitutionnel qui est un risque dans ce pays-là. Alors, nous pensons que si nous attendons encore à ne pas aller vers ces questions d'organisation et la création de ces constitutions pour aller aux élections, mais aussi à la question du code de collectivité. Parce que l'accord pour la paix et la réconciliation à son article 3 dit que les institutions de l'État prendront toutes les dispositions nécessaires, requises pour l'adoption des mesures réglementaires, législatives, voire constitutionnelles, pour permettre la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, avec le soutien, en étroite collaboration avec les partis et le soutien au CSA. Donc moi je pense que soit l'accord existe, soit il n'existe plus. Soit il existe. Maintenant, moi je pense que aussi, à Gao par exemple, vous avez la seule région, ou la seule ville, je dirais, la seule ville où il y a eu les blocages, c'est pas la société civile, ce sont des individus en armes. C'est pas vrai. Ah oui, des individus en armes, les images existent, en armes, qui ont été au gouvernement de Gao, qui l'ont bouclé. Les femmes ont eu une tension hier soir, les femmes à Gao ont eu une tension hier soir avec eux, c'est ce matin qu'ils ont dirigé lié, et pourtant, les chefs de tribus, les chefs de fractions, les chefs de villages de Gao s'est mobilisé à participer aux concertations. Il ne s'agissait pas de délibérer totalement. Je vais dire, non, modéré mot pour dire qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il faut aller aux bonnes sources pour comprendre qu'aujourd'hui, l'ensemble des partis, non que c'est le cadre, qui est l'accord pour la paix je dis bien, et la réconciliation au Mali,
et qu'il y a la pression internationale, qu'il y a le terrorisme qui avance, il faut être réaliste, arrêter de manœuvrer avec des formes dilatoires pour penser qu'il y a des complots. Nous, on ne saurait qu'être dans la position que l'on a endossée, l'engagement que l'on a pris, c'est la mise en œuvre intégrale et dirigeante de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Merci, M. Ag Mohamed. M. Camara, faut-il surseoir à ce projet de découpage territorial ou alors faudrait-il le mettre en place maintenant? Bon, moi je ne pourrais pas dire, n'est-ce pas, qu'il faudrait surseoir à ce processus. Tout ce que je puisse dire, c'est véritablement que, n'est-ce pas, les uns et les autres discutent. Que les gens discutent et mettent vraiment en avant l'intérêt du pays. L'intérêt du pays, c'est la paix, c'est la sécurité. L'intérêt du pays, c'est, n'est-ce pas, une bonne cohabitation entre les populations qui composent ce pays. Je ne pense pas que quelqu'un ait intérêt à ce que ce pays se divise. Parce que nous sommes liés par l'histoire, on est liés par la culture, on est liés par le sang. Et je me dis que, n'est-ce pas, chaque parti doit en tout cas participer de manière positive à la discussion pour apporter, n'est-ce pas, ces éléments d'appréciation et même d'objection, s'il y a lieu, pour qu'au moins, n'est-ce pas, le gouvernement puisse avoir la totalité, n'est-ce pas, des éléments dont il a besoin afin de prendre la décision qui serait en tout cas la meilleure pour notre part, n'est-ce pas, pour le pays. D'accord, merci M. Camara. M. Ould Mohamed, votre dernier mot, faut-il surseoir à ce projet ou alors faudrait-il le mettre en application? Il faut vraiment surseoir à ce projet parce que ce projet, si réellement on continue avec ce projet, c'est une insulte à la mémoire des hommes du Gatia, du MAA, du CMFPR1 qui sont morts pour la défense de la patrie. Pas à leur vie et à leurs yeux qu'on va accepter de faire un projet qui va nous amener à ce que nous avons défendu par les armes. Nous avons donné nos poitrines aux armes, nous avons enterré les plus chers parmi nous sous terre pour la défense de l'intégrité territoriale. Si ce projet passe, c'est une insulte à la mémoire de nos hommes et des hommes valeureux des forces armées maliennes qui sont morts et qui continuent à mourir jusqu'à nos jours pour la défense de l'intégrité territoriale. Donc, il n'est pas question que ce projet continue à être posé sur la table. Il doit être jeté dans la poubelle. Merci. Voilà. Mon dernier mot, j'ai un dernier mot qui va au contraire de notre débat, c'est un appel que je lance. Faites vite. C'est un appel que je lance aux Maliens du Sud pour leur dire d'arrêter ce qui nous divise au Sud, d'arrêter ces désordres dans le Sud qui amènent, qui renforcent les ennemis de la nation, qui renforcent ceux qui veulent diviser le Mali. Ceux qui veulent diviser le Mali, je suis un du millier, profitent toujours de des troubles qui arrivent dans le Sud. Donc il faut les arrêter. Merci, monsieur Ould Mohamed. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que nous étions sur la thématique les dynamiques communautaires face au projet de découpage territorial, perception et enjeux. Et pour en parler, ce soir, nous étions avec Maître Abdraman Ben Mamata Touré, avocat. Maître Touré, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous étions également avec monsieur Atay Ag Mohamed, chargé des questions juridiques et des droits de l'homme à la SEMA. Monsieur Ag Mohamed, merci d'avoir accepté de débattre avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Notre troisième invité était monsieur Sidi Mohamed Ould Mohamed, chargé de communication à la plateforme du mouvement du 14 juin 2014 d'Alger. Monsieur Ould Mohamed, merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous. Et notre quatrième invité était monsieur Chekne Camara, président de la plateforme citoyenne Les Battus. Monsieur Camara, merci à vous également d'avoir participé à ces débats de ce soir. Mesdames, Messieurs, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Nous vous laissons. Alors, nous nous donnons rendez-vous donc dimanche prochain pour d'autres numéros de politique. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.